Alors, écoute, merci Karine, merci à France Université Numérique de m'avoir invité à cet événement. Effectivement, on va pouvoir s'appuyer sur le témoignage de Karine aussi pour illustrer la présentation que je vais faire. Elle a bien abordé tout un tas de dimensions de la scénarisation pédagogique et justement, c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble, c'est essayer d'optimiser donc l'engagement des apprenants à partir de la scénarisation pédagogique, mais basé sur ce qu'on appelle le micro-learning, en tout cas le plus souvent possible. Alors j'aurais aimé que dans le chat, pardon, vous puissiez déjà peut-être me donner quelles sont un peu vos représentations de microlearning et est-ce que c'est déjà un mot que vous avez, donc que vous connaissez? Est-ce que c'est un concept que vous utilisez? Et peut-être si vous pouviez donner une petite définition dans le chat, ça nous permettra de rebondir ensuite après la présentation sur tous vos commentaires. Donc, ce sera intéressant pour nous. Donc Bertrand nous dit que ce sont des modules très courts. Voilà, format pédagogique court pour Mathilde. Très bien. Donc voilà, on va essayer de définir ça tous ensemble. Ça tombe bien. Donc l'objectif de mon intervention, alors je vous propose d'abord, c'est de découvrir justement une méthodologie de scénarisation. On va s'appuyer justement sur ce que vous dites dans le chat, hein, c'est-à-dire on va essayer de voir comment on peut découper un contenu, on va voir comment va pouvoir tout scénariser et en intégrant aussi, comme le disait Karine, le community management. Et on va voir si on peut utiliser le microlearning. En tout cas, on va essayer de voir comment on peut optimiser notre scénarisation avec le microlearning de temps en temps. Et l'idée, ça va être de créer un modèle, en fait, une modélisation d'un MOOC. Alors, il se trouve que je travaille, ma thèse porte sur ça, sur la modélisation des MOOC pour essayer d'améliorer l'engagement. Donc, l'engagement, puisqu'on en parle, je vous propose, pour que ce soit un peu opérationnel, qu'on puisse utiliser une définition, qu'on cadre bien cette présentation. Donc, vous êtes en train de lire, je pense, la définition. Et le mot important, c'est le mot implication. Alors, parce que l'implication, elle va commencer dès l'acte d'entrée. Hein, vous avez vu, Karine a bien précisé que c'était très important de préparer justement le fait que les personnes puissent entrer dans le MOOC, hein, avec justement le community management. Et après, l'intérêt, c'est d'essayer de les impliquer, en fait, de les laisser, enfin, de pouvoir avoir les apprenants qui persistent dans l'effort tout au long du processus d'apprentissage. Donc, vous avez vu qu'il y avait avant le MOOC, pendant le MOOC et après le MOOC, donc 3 périodes importantes, hein, dont nous a parlé Karine. Et nous, ce qui nous intéresse donc dans l'engagement, c'est justement pouvoir déclencher cette inscription et ensuite pouvoir donc avoir des apprenants qui soient engagés pendant le MOOC et si possible après le MOOC en fonction des stratégies que l'on veut avoir. Alors là, on va faire une représentation graphique un peu originale d'un MOOC pour voir la structure d'un MOOC. En fait, quand on représente comme ça un MOOC, on pense à un contenu disciplinaire. Et là, j'ai représenté une sorte de plaque de chocolat parce qu'en fait, le contenu disciplinaire, si on prend l'analogie du chocolat, c'est plein de petits morceaux que l'on pourrait découper. Alors des fois, dans les MOOC, on verra qu'il n'est pas forcément très découpé, que ces plaques de chocolat ne sont pas forcément très découpées. Et vous voyez, il y a l'analogie, elle est assez importante puisqu'on voit finalement qu'un MOOC, c'est plein d'activités comme ça qui vont se suivre, qui risquent parfois d'être, d'ailleurs peut-être souvent qui risquent d'être les mêmes. Et nous, on va essayer de voir comment on va pouvoir essayer de diversifier ces activités, de les distribuer. Hein, comme disait Karine, on peut avoir des vidéos pédagogiques, mais on peut aussi avoir des BD, des choses comme ça. Alors, dans les MOOC, effectivement, ce qu'on a aussi, c'est souvent c'est aussi de l'évaluation. Et l'évaluation est souvent dans les MOOC formatives, donc après chaque activité. Et souvent, on voit une vidéo avec une évaluation qui est automatisée, qui permet comme ça de vérifier le plus souvent que l'apprenant a bien suivi donc cette vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est un format qui est assez classique, mais qui peut paraître justement peut-être un peu trop massif parfois. Donc là, l'idée, ça va être de voir comment on peut réfléchir à cette distribution d'activités. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage distribué, c'est-à-dire qu'on va essayer de découper ce contenu disciplinaire, cette plaque de chocolat, en plein de petits morceaux pour essayer de le rendre finalement plus digeste. On oppose à l'apprentissage massé. Alors dans un MOOC, on a un titre, on a souvent des semaines, des modules, hein, des séquences, ça a des noms différents en fonction des équipes. On retrouve le teaser, très important, avant le MOOC, hein, dont a parlé Karine. C'est quelque chose qui va permettre justement de déclencher l'inscription, souvent.
On va avoir un forum et on a chez Fun des open badges, assez récents, qui remplacent maintenant les attestations et les certificats. Et une des caractéristiques du MOOC, la plupart du temps, c'est que l'on a des objectifs qui sont définis donc souvent en début de semaine, hein, il peut y avoir des objectifs intermédiaires, et on a une évaluation. Et ça veut dire qu'on est dans une pédagogie de maîtrise, en sachant que la pédagogie de maîtrise, normalement, elle est faite pour un groupe qui est homogène, ce qui n'est pas toujours le cas des MOOC, ce qui peut poser de temps en temps problème. Donc là, on pourrait imaginer que la scénarisation puisse essayer justement de pallier à ce problème. Alors, on parlait des différentes activités, vous voyez, les petites cases grises, et bien souvent dans les MOOC, ce qu'on voit, hein, dans ma thèse, j'ai étudié beaucoup de MOOC de l'année 2020, à peu près 300, et on retrouve cette structure de manière assez fréquente, et bien on voit souvent qu'il y a donc beaucoup en fait de vidéos, et qu'il y a souvent pratiquement que des vidéos, et que c'est souvent du court transmissif, ce qui peut donner l'impression que finalement, on est sur quelque chose qui est relativement peu découpé, et que l'attention n'est pas forcément toujours renouvelée. Hein. D'où l'idée de Karine, justement, de pouvoir moduler un peu l'attention, changer les rythmes avec, pourquoi pas, des BD, les mots d'ado, etc. Et donc, en fait, on pourrait imaginer donc différencier des activités qui pourraient être passives. Dans la vidéo, on sait que c'est assez passif. Hein. On peut imaginer des podcasts, du texte, etc. Varier ces activités. Et varier avec des activités qui sont à certains moments du MOOC, aussi autres, un peu plus interactives, avec par exemple du Geniali, du Flash, des choses comme ça. Donc là, on va parler de microlearning. Alors, on va voir le microlearning, hein, puisqu'il y a un peu de suspense. Je vois que dans le chat, il y a plein de bonnes voilà, de définitions plus ou moins personnelles. Eh bien, le microlearning, on voit qu'il y a pas mal donc, il a pas mal de caractéristiques. Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on va les détailler, après on va les simplifier. On dit que, Carla Togerson nous dit que le microlearning, c'est une expérience éducative, c'est très large, qui est courte, et elle dit qu'elle peut être ciblée et efficace. Alors, quand on parle d'expérience éducative, eh bien, en fait, il faut penser qu'on n'est pas que dans du formel, on n'est pas que dans du top-down, on est aussi dans quelque chose qui peut être bottom-up, notamment, comme dans les forums, il va y avoir des petits échanges comme ça qui peuvent créer de la connaissance. Le microlearning, il est certainement plus dans l'informel que dans le formel, mais nous, on essaie de l'utiliser dans le formel pour profiter de ces caractéristiques qui sont intéressantes pour justement l'engagement et, on le verra, la mémorisation. La particularité, c'est que cette expérience éducative, ce petit module, hein, qui peut prendre plein de noms, capsule, grain, etc., eh bien, il est autonome. Vous le suivez, vous apprenez quelque chose. Alors, ça peut être, vous pouvez l'avoir de manière unique, seul, comme ça. Alors, ça, c'est pas le cas des MOOC, mais vous pouvez le mettre en lien. C'est ça qui va nous permettre de faire la scénarisation. On l'a vu, il peut y avoir des activités qui peuvent être actives, plus ou moins passives. Et quelque chose qui est très important pour nous, c'est que, en fait, comme c'est une activité qui va être autonome, comme c'est une expérience qui est autonome, eh bien, elle va être donc potentiellement unique et on va pouvoir la coder. Et comme on la codera, eh bien, on va pouvoir après faire référence à elle. Donc, vous comprendrez mieux ça juste après quand on parlera de la scénarisation. Ensuite, il y a plein de modalités de cette expérience éducative. Elles peuvent être synchrones, asynchrone, présentielle, collaborative ou non. Là, par exemple, nous, on est dans une activité qui va être synchrone, distancielle et peu collaborative, on va dire. Ensuite, une des caractéristiques principales, mais on verra, on va le voir tout de suite, qui est quand même, dont on pourra parler, je pense, des heures, hein, donc on ne pourra pas le faire, mais c'est le fait qu'elle est courte. Alors courte, c'est très contextuel parce qu'on ne sait pas définir ce que c'est quelque chose de court. Hein, si vous me dites, si je vous dis 1 minute, est-ce que c'est court, vous allez me dire peut-être oui, mais si vous restez 1 minute le doigt coincé dans une porte, vous allez vous retrouver à me dire que peut-être 1 minute c'est long. Donc vous voyez, le côté court est très contextuel. Par contre, on va essayer quand même de créer un contenu qui sera perçu comme court par les apprenants. Donc, on essaiera de vérifier, quand on le peut, de manière rétrospective, que le contenu ait bien été vécu comme court, ce qui a plein d'avantages. Ensuite, on va pouvoir le cibler. Alors nous, on a fait le choix, dans ma thèse, de cibler sur 3 objectifs qui vont être cognitifs, moteurs et affectifs. Ça va nous permettre comme ça de distribuer sur un certain nombre d'objectifs ces différentes cibles et aussi de les rendre efficaces parce qu'on va pouvoir l'aligner avec une évaluation et donc l'alignement classique de Bix, hein, où on va pouvoir aligner donc objectifs, évaluation et moyens. Alors, comme c'est très compliqué, il y a beaucoup de caractéristiques. Hein, comme le disait Karine, nous, on a fait un kit dans la thèse pour faciliter donc la mise en place de cette méthodologie au sein des équipes pédagogiques. Et on a créé une plaquette qui reprend toutes ces caractéristiques pour tout simplement soulager un petit peu notre charge cognitive quand on crée un cours. C'est déjà suffisamment complexe pour pouvoir ensuite la modéliser et en avoir une représentation graphique.
Alors, on parlait du lien, hein, Karine en a beaucoup parlé. Eh bien, qu'est-ce qui n'est pas un micro-learning, justement? Alors, on peut imaginer deux plaques de chocolat, vous voyez, qui sont des gros morceaux, un A et un B. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même faire un cours de 1 heure. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait découper ce morceau, ces grosses plaques de chocolat en plein de petits morceaux, et on va leur donner un nom, A, B, C, D, etc., pour pouvoir les identifier. Alors, c'est pratique parce que quand vous savez ce qu'il y a dans B, eh bien, dans E, vous pourrez parler de B plus facilement. Vous pourrez faire le lien directement. Pareil pour F, hein, si vous avez envie de parler de D pour faire un rappel, ben vous pourrez le faire. Et on sait que pour la mémorisation, c'est très important aussi, eh bien, d'une activité à l'autre, mais aussi d'une semaine à l'autre, de faire des rappels. Eh bien, vous identifierez, par exemple, comme vous avez identifié D, eh bien, dans G, vous pourrez parler de D, etc. Et dans L, en plus, on pourra cibler, si L est en bas à droite une évaluation, on pourra exactement cibler ce sur quoi va porter l'évaluation et bien prévenir les apprenants du contenu qui sera évalué pour leur efficacité. Donc là, on a vu comment les mettre en lien, ces activités. Maintenant, ce qu'on veut, c'est les mettre en valeur. C'est un peu comme une assiette d'un restaurant étoilé. Eh bien, on va bien la présenter pour donner envie à la personne, à l'apprenant, de venir piocher dans cette assiette-là. Donc là, on va utiliser le feedback et la régulation. Il faut savoir qu'on peut faire un feedback et une régulation. Donc avant, on parle de régulation proactive, ou après, donc rétroactive, ou pendant l'activité, donc qui serait interactive. Karine en a parlé, on peut aussi travailler sur l'état d'esprit. Alors là, c'est de manière générale, pour avoir un état d'esprit positif, on va pouvoir donc avoir une action avant ou après ou pendant aussi l'activité. On va pouvoir utiliser l'évaluation formative. Alors, il se trouve que dans Fun, on utilise, les équipes utilisent beaucoup l'évaluation formative après l'expérience éducative, avec ces évaluations automatisées. Mais il faut savoir qu'on peut mettre en place aussi une évaluation avant. Hein, par exemple, pour mettre en place pour essayer d'utiliser ce qu'on appelle le testing effect, hein, pour activer en fait la mémorisation chez les apprenants, pour leur demander de faire un effort en fait pour essayer de se souvenir de ce qui pourrait être important pour pouvoir ensuite mieux le mobiliser dans l'activité, ou alors identifier ça comme un besoin pour que ce soit ensuite mieux mémorisé quand on va en parler dans l'activité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va planifier, qui est une stratégie. Et aussi, comme le disait Karine, eh bien, on ne peut pas avoir un cours qui est tout le temps intensif, soit trop passif, dans ces cas-là, eh bien, avec beaucoup de données, les gens risquent de s'endormir, soit trop actif, parce que dans ces cas-là, eh bien, on va épuiser les gens. Eh bien, il est important à certains moments de planifier, de voir quels sont les risques et de planifier les moments de pause et de changement de rythme pour que le parcours d'apprentissage de l'apprenant pendant l'activité, eh bien, pendant le MOOC, pendant la première semaine du MOOC, par exemple, deuxième semaine, etc., puisse être le plus tranquille possible pour ne pas l'épuiser, en fait. Et bien sûr, on cumule tout ça. On peut mettre du formatif, du mindset, etc., etc. Donc là, avec le kit, on représente ça comme ça. C'est plus simple d'avoir des pièces que l'on peut mobiliser de manière collaborative et sans ordinateur d'ailleurs, parce que ce sont vraiment des pièces que l'on va avoir comme ça, en fait, qui vont être donc visuelles, qui sont des vraies pièces comme un jeu de société, en fait, hein, pour pouvoir modéliser. Alors, donc là, on va s'amuser à modéliser un MOOC. On va reprendre les 2 premières semaines pour question de simplicité, que ça puisse bien s'afficher à l'écran. Alors, est-ce qu'on peut préciser l'état d'esprit, Ségolène? Alors, je vais le préciser si vous voulez tout à l'heure. Donc, l'état d'esprit, alors, on peut le voir sur le plan académique avec les 4 différents types d'état d'esprit. On peut le voir de manière aussi un peu plus généraliste, comme étant un peu comme un nudge ou un début, une action de la part de l'équipe enseignante pour faire positiver l'entrée, par exemple, en formation ou dédramatiser certaines choses, quoi. D'accord. Donc, j'en reparlerai juste après. Donc là, si on s'intéresse aux 2 semaines du MOOC, eh bien, on a le début du MOOC, donc on a le teaser et le mail. Donc c'est très important à prendre en charge dans le community management. C'est important que celui qui s'occupe du community management sache ce qu'il va y avoir dans le MOOC pour pouvoir mieux en parler, pour mieux communiquer dessus. On a le mail aussi de 2e semaine qu'il ne faut pas oublier, qu'on va utiliser comme un moyen de pouvoir aussi faciliter l'engagement. Et donc l'idée, ça va être maintenant de pouvoir, comme on l'a dit, rendre unique chaque activité. Et on va vouloir donc identifier en fait chacune de ces expériences éducatives pour pouvoir en faire référence, pour pouvoir y faire référence. Donc là, vous voyez, j'ai juste rajouté les codes.
donc des numéros. Hein. Vous pourrez vous amuser à faire ça tout à l'heure avec donc une feuille de papier et un stylo. Vous reprendrez votre formation et vous essaierez comme ça de recréer les liens qu'il va y avoir, donc qui pourrait y avoir ou qu'il n'y a pas dans les formations que vous avez déjà créées, hein, pour les analyser. Et donc, l'idée, ça va être, vous voyez, par exemple, dans le teaser, de directement prévoir les liens qu'il va y avoir avec le contenu. Alors, le contenu, il n'est pas forcément que vers du contenu disciplinaire, c'est-à-dire, c'est pas forcément que des expériences éducatives. Le teaser, il va faire référence, par exemple, aux objectifs, mais il va faire référence aussi aux open badges, aux certificats, parce que c'est quelque chose qui nous permettra de motiver les apprenants pour rentrer dans la formation. Ensuite, on peut imaginer donc plein de liens au travers de la formation, puisqu'on aura bien identifié chacune de ces petites parties pour pouvoir donc engager mieux les apprenants. En haut à droite, vous voyez par exemple le forum, on sait qu'il va parler, qu'on va parler dedans de certaines expériences éducatives. On sait que les évaluations, qui sont vertes à droite, eh bien, elles vont spécifiquement évaluer certaines expériences éducatives. Donc, ça peut être intéressant d'en parler peut-être avant aux apprenants pour qu'ils ne perdent pas de temps à relire des choses qui ne seront pas évaluées. Dans le mail dont parlait Karine tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir parler des expériences éducatives qu'il y aura avant, mais aussi du forum, des résultats du forum. Donc, elle utilise un Padlet, on aurait pu le coder aussi en tant qu'expérience éducative. Les gens vont faire référence à ce Padlet pour valoriser le forum. Comme ça, ils auront plus envie d'aller dans le forum parce que, eh bien, évidemment, ils savent que ce qu'ils écriront sera utilisé après dans le futur, etc., etc. Donc là, on l'a vu tout à l'heure aussi, on peut mettre en valeur ces activités. Là, tout à l'heure, on a créé des liens sur la scénarisation. Maintenant, on va essayer de les mettre en valeur. Eh bien, là, on va pouvoir un peu plus préciser pour Ségolène donc le mindset après le feedback. Donc, le feedback, eh bien, on va pouvoir le mettre évidemment en proactif avant certaines expériences éducatives qui peuvent paraître peut-être complexes ou des choses comme ça, pour essayer, parce on connaît les difficultés de certains contenus disciplinaires, donc c'est bien de le préciser donc aux apprenants qui ne se trouvent pas perdus au moment de les suivre. Donc, ils peuvent être aussi avant des évaluations. On peut aussi mettre des éléments de régulation dans les mails avec le community management. Pour l'état d'esprit, alors là, évidemment, on peut aussi travailler sur cet état d'esprit avant, donc dans le teaser, hein, pour engager un peu plus les apprenants. Mais on peut aussi en parler, par exemple, dans les objectifs. Alors justement, on parlait des différents états d'esprit. On a un état d'esprit qui s'appelle l'état d'esprit de délibération et l'état d'esprit de mise en œuvre, qui est un état d'esprit qui est décrit dans la littérature, mindset, hein, qu'on retrouve, qui est séquentiel. Hein, la délibération, c'est plus de la, plus centré sur la motivation, c'est le choix des objectifs. L'état d'esprit de mise en œuvre, c'est plus un état d'esprit qui va être basé sur la volition, c'est-à-dire ce qui permet de faire acte de volonté pour pouvoir valider des objectifs. Quand je vous dis, par exemple, après ce webinaire, vous allez pouvoir modéliser avec un crayon et un papier votre formation, et bien là, je vous donne les moyens d'imaginer que vous allez pouvoir valider ces objectifs. Donc là, on est vraiment dans un état d'esprit qui est utile pour l'engagement. L'évaluation formative, classiquement dans Fun, on voit qu'elles sont souvent mises après, mais il ne faut pas hésiter à mettre en place le testing effect. Hein, comme quand je vous dis qu'est-ce que c'est que le micro-learning pour vous, eh bien, ça vous fait faire un effort de mémorisation, en fait, un effort pour vous souvenir de ce que c'est, ou vous allez imaginer ce que c'est. Donc, je risque de créer un besoin, et ça risque de vous rendre plus actif, en tout cas, plus intéressé à ce que je vais dire ensuite. Donc, l'évaluation formative, elle a plein de rôles qui peuvent être intéressants à positionner dans une scénarisation pédagogique. Et ensuite, les pauses sur les moments critiques. Alors, là, je vous représente la même chose avec les pièces du kit, qu'on utilise, nous, pour scénariser donc, les formations. Mais vous, évidemment, vous n'avez pas forcément le kit pour pouvoir scénariser vos formations. Vous pouvez déjà réutiliser un certain nombre de principes pour pouvoir le faire avec juste une feuille et un papier. Donc, en conclusion, donc on a vu ensemble une méthodologie de scénarisation. Il y en a certainement d'autres. Vous avez peut-être vous-même déjà vos propres habitudes. Mais là, vous voyez qu'elle est très globale et qu'elle permet de prendre en charge un certain nombre d'expériences éducatives de manière extrêmement large, pas que du formel, mais aussi de l'informel, aussi le community management. Donc, on voyait ça permet de faire des liens entre les différentes formations, entre les différentes activités, pardon. C'est très important pour la mémorisation à long terme.
Donc vous avez vu qu'on peut analyser, mais aussi on peut créer des MOOC directement avec, ce type, de méthodologie. Donc c'est bien d'anticiper un certain nombre de difficultés et des différents rythmes que l'on peut avoir dans les formations. Donc on a vu, ensemble, depuis l'inscription et pendant le MOOC, comment on peut modéliser. Et comme le disait Karine, on est là pour vous écouter, pour des idées, à la fois pour scénariser peut-être après le MOOC l'engagement, et bien de nos différents, apprenants. Alors je me permets juste de voilà, de vous afficher quelques références pour, la forme, si vous voulez y faire référence.